Je m'appelle Amber Riley, j'ai 34 ans, je suis ingénieur logiciel et je vis à Reno, dans le Nevada. Pendant plus de 10 ans, j'ai construit ma vie à la force du poignet. Des appartements exigus et des nuits blanches jusqu'à l'achat de cette Tesla argentée garée dans mon allée. Ce n'était pas qu'une simple voiture. C'était la preuve que je pouvais me débrouiller seul. Je n'aurais jamais imaginé que cela deviendrait la raison pour laquelle ma famille se retournerait contre moi. Le dîner chez mes parents semblait chaleureux. Des bougies miroitantes, l'odeur du poulet rôti flottait dans l'air. Mais sous cette apparente tranquillité, je sentais une tempête sourde prête à éclater. Ma mère posa sa fourchette et dit doucement « Allez a besoin de ta Tesla le temps qu'elle se remette sur pied. » Mon estomac se noua. Avant que je puisse répondre, mon père ajouta « Tu peux travailler d'où tu veux, ma chérie. Elle a besoin d'aide tout de suite. » Leur ton était calme, presque mécanique, comme si la décision avait déjà été prise sans moi. Je pris une profonde inspiration. Cette voiture n'est pas un prêt. Elle est à moi. Chaque heure travaillée chaque nuit blanche, c'est ce qui me l'a permis d'acheter. Un silence pesant s'installa à table. Le sourire poli de maman s'est effacé. Le regard de papa s'est baissé sur son assiette. Personne ne m'a défendu. Elle a repoussé sa chaise en marmonnant que je ne pensais qu'à moi, puis elle est partie en trombe. Je suis restée assise, réalisant que ce dîner n'était plus un repas. C'était un piège, une épreuve de loyauté à laquelle je n'avais jamais consenti. Parfois, ceux qui prônent la famille avant tout sont les premiers à vous prendre ce que vous avez gagné. Avant d'aller plus loin, dites-moi d'où vous nous observez. Je suis toujours étonné de voir jusqu'où une histoire de famille peut aller. Grandir à Reno semblait ordinaire de l'extérieur, 2 sœurs dans une modeste maison de banlieue, des parents qui faisaient des grillades dans le jardin et souriaient sur chaque carte de Noël. Mais à l'intérieur, tout était bien ordonné. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours la deuxième. Ma mère, Linda, disait souvent qu'Alay avait un cœur tendre. Elle le disait chaque fois que ma sœur oubliait ses corvées ou rentrait tard. Si je faisais la même chose, on me traitait d'insouciante. Alay pouvait sécher ses devoirs et être quand même félicitée. Je pouvais réussir quelque chose et on me disait de ne pas me vanter. Mon père, George, ne clamait pas haut et fort son favoritisme, mais son silence en disait long. Quand maman défendait les erreurs d'Alay, il restait caché derrière son journal, faisant semblant de ne pas entendre. Ce silence sonnait comme une approbation tacite, comme si l'équité n'avait pas sa place chez nous. Au collège, Alay a baissé les bras. Je me suis mise à finir ses projets après avoir terminé les miens. « Tu es si fiable, Amber », disait maman en tapotant la main d'Alay au lieu de la mienne. « Elle est différente de toi. Sois patiente avec elle. » La patience est devenue mon rôle et la responsabilité, mon identité. La gentillesse d'Alay est devenue son excuse. À 15 ans, j'ai décroché mon premier boulot, emballé des courses, tandis qu'Alay était privée de sortie pour être sortie en cachette. J'achetais mes fournitures scolaires avec mes maigres salaires. Elle s'offrait de nouveaux vêtements pour reprendre confiance en elle. Quand je demandais pourquoi, maman souriait. « Tu es plus forte, Amber. Elle est fragile. » Ce mot m'est resté. Fragile signifiait qu'elle pouvait échouer et qu'on la consolerait quand même. On attendait de moi que je gère tout. Chaque réussite que j'accomplissais érigeait un mur au lieu d'un pont. Quand mon projet scientifique a été sélectionné pour le concours de district, maman m'a dit « C'est bien, ma chérie, mais ne laisse pas ça te changer. » Quand Alay a chanté faux lors d'un événement scolaire, maman a pleuré comme si elle avait vu quelque chose de divin. Ce n'était pas une question de talent. C'était une question d'image, de préservation. À 16 ans, j'étais épuisée. Après de longues journées au magasin, j'étudiais pour me construire un avenir qui me ressemble. « Tu ne ris plus comme avant », m'a dit maman un soir en pliant le linge. Je n'ai pas répondu. Chez nous, le rire avait ses règles, et je n'avais pas le droit de les enfreindre. 2 ans plus tard, une lettre est arrivée, une bourse complète pour étudier hors de l'État. Je me souviens encore de ce moment où, debout à table, j'ai annoncé « J'ai été accepté ». La fourchette de maman s'est figée en l'air. Papa a cligné des yeux. « Halia es qui se un sourire ». Hors de l'État, a demandé maman. « Tu vas nous oublier ». « Non », ai-je répondu. Elle a soupiré. « N'oublie pas d'où tu viens. » C'était sa façon de me dire de ne pas trop changer. Ce soir-là, j'ai fait mes valises discrètement. Partir n'était pas un acte de rébellion, mais une question de survie. Tandis que je me construisais une vie ailleurs, Alay restait. Les appels de maman étaient toujours les mêmes. « Ta sœur essaie de se reprendre en main. Elle cherche du travail. Elle est juste fatiguée. » Les mots changeaient, mais pas l'histoire. Quand je suis rentrée après l'obtention de mon diplôme, tout semblait figé. Alay faisait la grasse matinée. Maman nettoyait les mêmes comptoirs impeccables et papa tondait la même pelouse. L'atmosphère de cette maison était comme figée.
C'est alors que j'ai enfin compris que la distance ne se mesure pas en kilomètres, mais en déséquilibre. J'avais passé des années à croire que le travail acharné pouvait acheter l'amour. Mais dans cette maison, l'amour appartenait à celui qui en avait le plus besoin, et non à celui qui en donnait le plus. Elle n'a jamais eu à demander d'affection. J'ai cessé de le faire depuis longtemps. Parfois, la distance ne se mesure pas en kilomètres, mais en silence. Et ce silence m'a frappé de plein fouet le matin où j'ai ouvert ce courriel. Il disait « Nous apprécions votre contribution ». C'est ainsi qu'un chapitre se termine dans le monde de la tech. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Pas de réunion, pas de poignée de main, pas de conclusion. Juste une phrase qui a effacé des années de travail. À midi, la moitié de l'équipe d'ingénieurs était partie. Le bureau semblait vide, les chaises étaient déformées, les écrans encore lumineux. Mon nom figurait quelque part sur cette liste, une entrée dans un tableur indiquant qui restait et qui partait. J'ai rangé lentement ma tasse de café, un petit cactus et une photo de moi à côté de la Tesla que j'avais achetée l'année dernière. Cette voiture avait jadis symbolisé la réussite. Maintenant, elle ressemblait à une facture qui menaçait de me ruiner. Je suis sorti sans me retourner. Le trajet du retour a été long et silencieux. La silhouette de Renault a défilé comme un nuage de neige. Je me suis garé devant mon immeuble et suis resté au volant jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les montagnes. Une fois rentré, j'ai rouvert mon ordinateur portable, espérant une erreur. Il n'y en avait pas, seulement un message automatique me rappelant de rendre mon badge. Une semaine plus tard, j'ai trouvé un garage aménagé à la périphérie de la ville. Les murs sentaient légèrement l'huile et la poussière. Le sol était légèrement incliné. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. J'ai installé une table pliante, branché mon vieux portable et me suis dit que ce n'était que temporaire. Les factures s'accumulaient. J'ai arrêté d'acheter du café, d'aller au restaurant, et j'ai commencé à compter chaque pièce avant de faire les courses. Ma vie se résumait à une suite de chiffres, loyer, essence, forfait Internet. Je créais des tableaux Excel comme si les maths pouvaient me maintenir à flot. La nuit, le ronronnement du frigo était ma seule compagnie. Puis, un après-midi, Jordan, ma meilleure amie, que je connaissais depuis la fac, est arrivée avec un sac en papier rempli de provisions. Elle n'a pas frappé, elle est juste entrée et a jeté un coup d'œil. « Tu vis comme une nonne », a-t-elle dit en posant des boîtes de conserve sur le comptoir. J'ai essayé de rire, mais ma voix était empreinte de lassitude. Je vais bientôt reprendre le contrôle. Jordan s'est appuyé contre l'évier. Peut-être qu'il ne faut pas se précipiter. Repose-toi quelques semaines. Et puis on recommence. Le repos ne paie pas le loyer, ai-je dit. La panique non plus, a-t-elle répliqué. Sa voix était calme, mais ferme. Elle est restée 1 heure à me raconter des anecdotes sur son bureau chaotique et comment, en secret, tout le monde admirait mon courage d'avoir pris du recul, même si je ne l'avais pas choisi. Quand elle est partie, le silence m'a paru moins pesant. Les semaines suivantes, j'ai tenté ma chance en freelance, correction de petites applications, audit de code, tout ce qui pouvait me rapporter de l'argent. La plupart des clients disparaissaient après le premier email. D'autres m'envoyaient des refus polis, tous identiques. Nous avons décidé de retenir un autre candidat, érodait le peu de confiance qu'il me restait. Je me disais de traiter ça comme le débogage d'un problème, l'isoler et le résoudre. Mais je ne réparais plus du code. J'essayais de me reconstruire. À la fin du 2e mois, il me restait moins de $400. Mon frigo contenait une brique de lait à moitié vide et quelques œufs. Ma Tesla était garée dehors, comme un achat inutile et coûteux. Je faisais défiler les offres d'emploi jusqu'à avoir mal aux yeux, en voyant des CV qui restaient sans réponse. Certains soirs, je m'endormais sur le canapé, mon ordinateur portable encore allumé, le curseur clignotant comme un pouls que je ne parvenais pas à suivre. Ce soir-là, après un nouveau refus, j'ai appelé Grace, ma tante à Denver. Elle a répondu à la 3e sonnerie, ses lunettes glissant sur son nez. « Tu as l'air épuisé », a-t-elle dit. « Licensé ». J'ai hoché la tête. « Alors tu es libre ». Elle a souri. « Libre », ai-je répété. J'ai plutôt l'impression d'être à la dérive. Grace a secoué la tête. La liberté commence toujours comme ça. Je lui ai raconté ma recherche d'emploi, la peur, le monde qui se rétrécissait dans ce garage. Elle m'a écouté sans rompre le silence, plus doux que de la compassion. Quand les mots m'ont manqué, elle a dit « Amber, tu n'as pas besoin d'approbation pour te reconstruire. » C'était simple, mais ça m'a touché en plein cœur. Pendant des années, j'avais travaillé comme si j'avais besoin d'une permission pour exister, pour prouver ma valeur à mes supérieurs, à ma famille, et même à moi-même. Les mots de Grace m'ont fait prendre conscience du poids de ce besoin. Peut-être que me reconstruire ne signifiait pas trouver un autre emploi. Peut-être s'agissait-il de me retrouver moi-même,
sans avoir besoin de la validation de personne. Nous avons encore parlé pendant 1 heure de son jardin, de son café préféré, de la météo à Denver. Quand l'appel s'est terminé, le silence avait une saveur particulière. J'ai fixé le curseur clignotant sur mon ordinateur portable et j'ai réalisé que ce n'était plus une fin. C'était plutôt le début de quelque chose de nouveau. Le lendemain matin de cet appel avec Grace, je me suis réveillé avec une étrange sensation de calme. Pas de bureau où se précipiter, pas de patron qui m'attendait, aucune pression extérieure, juste le silence et un écran vide qui brillait dans l'obscurité. J'ai ouvert mon ordinateur portable, étiré mes doigts et commencé à taper. Je ne savais pas ce que j'étais en train de créer, je savais seulement que je devais créer quelque chose qui m'appartienne. J'ai tout réappris à partir de zéro, algorithmes, API, framework. J'ai regardé d'innombrables tutoriels, codé toute la nuit et échoué un nombre incalculable de fois. Chaque bug était comme un miroir, me forçant à me confronter à mes limites. Puis, un soir, après des heures de frustration, j'ai eu une idée. J'avais toujours eu du mal à trouver des bornes de recharge pour véhicules électriques fonctionnels autour de Reno. Alors, pourquoi ne pas créer une application qui les répertorie et les évalue en temps réel? Je l'ai appelée ChargeMap. Simple, pratique et surtout, quelque chose dont j'avais vraiment besoin. J'ai codé dans ce garage glacial, un radiateur d'appoint ronronnant à côté de moi, me nourrissant de café bon marché et de détermination. Quand j'ai enfin terminé une version basique, je l'ai partagée sur un petit forum de développeurs. Je m'attendais au silence. Au lieu de cela, 3 jours plus tard, un email est arrivé d'une start-up de San José. Ils avaient aimé ce que j'avais créé et souhaitaient discuter d'une collaboration. Ce message a tout changé. En 1 mois, je travaillais comme consultant à distance, corrigeant des bugs, améliorant l'interface utilisateur et ajoutant des fonctionnalités. Ils me payaient bien et m'ont présenté à des investisseurs qui croyaient en mon travail. 1 an plus tard, l'un d'eux m'a offert un financement d'amorçage pour développer l'application. Je n'arrêtais pas de sourire en lisant l'email. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de n'avoir besoin de l'approbation de personne pour réussir. J'ai quitté le garage pour un petit espace de coworking en centre-ville. 1 semaine de Wi-Fi médiocre et de café, mais quel sentiment de liberté. Je travaillais 12 heures par jour, parfois plus, non par peur, mais par conviction. ChargeMap a connu une croissance rapide, plus d'utilisateurs, de nouvelles fonctionnalités, de vrais revenus. Ce n'était pas glamour, mais c'était mon projet. Un dimanche tranquille, je suis allé en voiture chez un concessionnaire Tesla. Le vendeur m'a tendu les clés d'un modèle neuf et, en caressant le volant, j'ai compris que ce n'était pas une question de luxe. C'était une question de reprendre ma vie en main. J'ai murmuré « Tu l'as fait » à mon reflet dans le pare-brise. Je pensais que c'était la fin de l'histoire, mais les bonnes nouvelles voyagent souvent plus vite qu'on ne le croit. 1 semaine plus tard, mon téléphone a sonné. « Amber, ma chérie, on est si fiers de toi. » La voix de ma mère était chaleureuse, presque trop chaleureuse. « Ton père et moi avons vu l'article sur ton application. Tu devrais rentrer bientôt. Tu nous manques. » J'ai figé. Ce mot, fier, sonnait étrangement venant d'elle. Je voulais croire qu'elle le pensait vraiment. Peut-être. Ou peut-être qu'elle voulait autre chose. Peut-être bien, ai-je murmuré. Ce soir-là, j'ai roulé dans Reno, fenêtres ouvertes, les lumières de la ville scintillant sur le tableau de bord. Les mêmes rues qui m'avaient paru étouffantes me semblaient maintenant étroites. Je suis passé devant le vieux garage où tout avait commencé, toujours sombre et vide. Je me suis arrêté un instant, respirant l'air froid de la nuit, réalisant le chemin parcouru. En arrivant à la maison, un autre message de ma mère m'attendait sur mon téléphone. « On va te préparer ton plat préféré. Allez sera là aussi. » Rien qu'à lire le nom de ma sœur, j'ai eu un nœud à l'estomac. Malgré tout, j'ai répondu. « D'accord, je passerai le week-end prochain. » Je ne le savais pas encore, mais cette simple décision de rentrer allait transformer ma victoire tranquille en la tempête que je croyais avoir déjà traversée. La maison était la même. Les gens, eux, avaient changé. J'ai garé la Tesla dans la même allée où je faisais du vélo enfant, mais l'atmosphère était plus lourde. Les rideaux étaient neufs, le jardin fraîchement taillé, et pourtant, tout en moi me disait que cette visite n'était pas seulement pour le dîner. Ma mère a ouvert la porte avant même que je puisse frapper. « Amber, tu es magnifique », a-t-elle dit en me serrant dans ses bras d'une étreinte qui semblait forcée. Mon père se tenait derrière elle, souriant avec cette politesse qu'on réserve aux inconnus. Puis elle arriva, rayonnante dans sa robe pastel, son petit ami Travis à ses côtés. Il me tendit la main. « J'ai beaucoup entendu parler de toi, » dit-il. « Belle voiture. On en aurait bien besoin d'une comme ça. » Ses mots résonnèrent comme une fumée. « Yesuris Parliament. » Elle m'a bien servi. Dans la salle à manger, la table en chêne,
Les murs beiges et cette citation encadrée sur la famille avant tout étaient exactement les mêmes. Ma mère posait les assiettes avec un enthousiasme forcé qui me mettait mal à l'aise. « On est si content que tu sois rentré, dit-elle. Ça fait trop longtemps. J'acquiesçai et pris place en face d'Alais. Elle leva les yeux vers moi avec le même sourire timide qu'elle avait quand on était petite. Sauf que maintenant, il y avait quelque chose de travaillé derrière. Le dîner commença dans le silence. Mon père me demanda comment allait le travail. Je restai simple. L'appli marche bien, dis-je. On grandit plus vite que prévu. Il hocha la tête comme s'il comprenait, mais ne posa pas d'autres questions. Travis se pencha en avant. Ça doit être bien d'être son propre patron, dit-il. Je parie que cette Tesla, c'est une récompense. Quelque chose comme ça, répondis-je en coupant lentement ma nourriture. Ma mère s'éclaircit la gorge. Tu sais, elle postule à des emplois ces derniers temps, marketing, design, même administration. Elle a juste besoin de quelque chose de stable pour démarrer. Elle me regarda, puis regarda la fenêtre où la Tesla brillait faiblement sous la lumière du Porsche. Elle aurait vraiment besoin d'une voiture fiable pour ses entretiens d'embauche. Juste pour un temps. Et posa ma fourchette. Maman, j'ai travaillé dur pour cette voiture. Ce n'est pas qu'un simple véhicule. C'est un outil pour mon entreprise. Bien sûr, dit-elle avec un sourire forcé. Juste seul. La famille, c'est l'entraide. Mon père ajouta. On partage tout dans cette famille, pas vrai. Le ton n'était pas cruel, mais il était lourd, comme une attente déguisée en amour. Je sentis mon pouce accélérer, l'air devenir lourd. Je pris une inspiration. Je suis désolé, mais non, la voiture reste avec moi. Pendant une seconde, personne ne parla. Puis les yeux d'Alais se remplirent de larmes. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Je le savais, dit-elle d'une voix tremblante. To us change. Tu te crois supérieure à nous maintenant? Elle sortit en trombe avant que quiconque puisse l'arrêter. Ma mère soupira théâtralement. Amber, était-ce vraiment nécessaire? Tu aurais pu être plus douce. Elle est sensible. Je n'ai pas été méchante, dis-je d'un ton calme. J'ai juste dit non. Tu es devenue froide, murmura mon père en secouant la tête. Le succès ne devrait pas te rendre égoïste. Le silence qui suivit fut pesant. Je perdis l'appétit. Je jetai un coup d'œil dans le couloir et entendis de faibles sanglots provenant de la chambre d'Alais. Une partie de moi voulait aller la rejoindre, mais une autre, celle qui se sentait coupable depuis des années, savait que ce serait capituler. Ma mère rompit le silence. Tu sais, cette soirée aurait pu être si agréable, mais tu trouves toujours le moyen de ramener tout à toi. Je me levai en repoussant ma chaise avec précaution. Je suis venue te rendre visite, pas pour être mise à l'épreuve. Ma voix était calme, même si mes mains ne l'étaient pas. Je vous aime tous les deux, mais je ne m'excuserai pas de travailler dur, et je ne vous prêterai pas ce que j'ai mis des années à gagner. Mon père ne me regarda pas. Ma mère plia lentement sa serviette. Le dîner est terminé, alors, dit-elle. En me dirigeant vers la porte, j'aperçus mon reflet dans le miroir du couloir. Le même visage, la même maison, mais je n'étais plus la même personne. Dehors, l'air était froid et immobile. Je montai dans ma voiture, démarrai le moteur et restai assise un moment, à regarder la lumière du Porsche vaciller. Par la fenêtre, je voyais des ombres se mouvoir dans la même danse de déception et de culpabilité qui avait défini ma famille pendant des années. Seulement cette fois, je n'en faisais pas partie. Au lever du soleil, la guerre avait commencé en ligne. Mon téléphone vibrait sans cesse, l'écran s'illuminant comme une alarme. Au début, je pensais que c'était le travail. Un autre courriel de l'équipe de San José, mais la première notification me figea sur place. Alec Henderson avait publié une nouvelle photo. La légende disait « Certaines personnes accordent plus d'importance aux voitures qu'à la famille ». En dessous, 3 photos, la table du dîner de la veille, ma chaise vide et la Tesla garée devant chez mes parents. Ma mère avait aimé la publication. Mon père n'avait pas réagi, mais ce silence en disait long. En moins d'1 heure, les commentaires affluaient. Pauvre Haley. Elle mérite mieux. L'argent change les gens. C'est pourquoi je ne confierai jamais la réussite à ma famille. Je les ai tous lus, l'estomac noué. Même des voisins dont je me souvenais à peine y allaient de leurs commentaires. Anciens camarades de classe, famille, amis, tous prenaient le parti d'Alec, tous me dépeignant comme la sœur égoïste qui se souciait plus des voitures et de l'argent que de l'amour. Un instant, j'ai failli répondre. Mes doigts planaient au-dessus du clavier, prêts à taper une défense, une explication, n'importe quoi. Mais je me suis arrêté. J'avais vu suffisamment de chasse aux sorcières numériques pour savoir comment cela finirait. J'ai fermé l'application, désactivé les notifications et suis resté assise en silence. Le monde extérieur était calme. L'ironie de la situation me brûlait.
J'ai ouvert mon ordinateur portable à la place. Des années dans le secteur de la tech m'avaient appris une chose, rien ne disparaît vraiment en ligne. J'ai donc commencé à tout sauvegarder, capture d'écran de publication, commentaires, date et heure, même les messages privés qu'elle m'avait envoyés la veille. Dans l'un d'eux, elle avait écrit « Tu vas regretter de m'avoir rabaissé ». Ce n'était plus de la simple colère, c'était intentionnel. À midi, l'histoire avait dépassé le cercle de ses amis. Un groupe Facebook local, Reno Voices, s'en était emparé. Quelqu'un avait republié le message d'Alay avec le titre « La fondatrice d'une start-up locale refuse d'aider sa sœur en difficulté ». Ce message est devenu viral. Mon nom n'était pas mentionné, mais le contexte était clair. Ma boîte de réception s'est remplie de messages vagues de connaissances qui faisaient semblant de prendre de mes nouvelles. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Puis sont arrivées les vidéos TikTok. Alay, assise dans sa chambre, les yeux rouges mais parfaitement cadrés, disait doucement « C'est dur quand la personne que tu admirais le plus oublie ce que signifie la famille. » Elle n'a pas prononcé mon nom, mais la vidéo a montré une image floue d'une Tesla de la même couleur et avec la même plaque d'immatriculation que la mienne. Sa voix s'est brisée à la fin. Les commentaires débordaient de compassion. « Tu mérites mieux. Elle a l'air toxique. Coupe-lui la parole. » Je l'ai regardé une fois, puis deux. Mon pouls est resté stable. Je m'attendais à de la colère. Au lieu de cela, j'ai ressenti une lucidité froide. Ce n'était plus un malentendu. C'était une stratégie. Alay ne se défoulait pas. Elle jouait la comédie. Dans l'après-midi, les répercussions ont atteint des endroits qu'elles n'auraient pas dû atteindre. Ma boîte mail professionnelle a sonné avec un objet qui m'a glacé le sang. Demande de clarification. C'était de Daniel Lee, le directeur de la communication d'une des entreprises partenaires de ma start-up. Le message était court. « Amber, nous avons trouvé quelques publications en ligne qui semblaient te mentionner. Nous attachons de l'importance à notre relation, mais nous voulions confirmer. Ces histoires concernent-elles ta famille ? » C'est vrai. Mes mains tremblaient légèrement en le relisant. Ce n'était plus une question de fierté ou de dispute familiale. C'était une question professionnelle, de réputation. Dans mon monde, la perception pouvait se construire ou se détruire en quelques heures. Je fixais le courriel, me demandant comment répondre sans attiser les tensions. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, je me suis levé, je suis allé à la fenêtre et j'ai contemplé la rue silencieuse. Le même calme ensoleillé qu'à l'accoutumée, mais maintenant chaque ombre semblait un murmure. Alay avait transformé une dispute privée en spectacle public, et mes parents, par choix ou par lâcheté, l'avaient laissé faire. L'émoji cœur de ma mère sur cette publication me hantait, comme une plaie qui refusait de se refermer. Je me suis rassis et j'ai tapé une réponse simple. « Daniel, merci de m'avoir contacté. Je confirme que les informations qui circulent en ligne sont erronées et que des mesures appropriées seront prises. Merci de votre compréhension. » Puis j'ai cliqué sur « Envoyer ». Ma voix était peut-être restée muette en ligne, mais je n'étais pas impuissante. Cette nuit-là, j'ai vu les chiffres grimper. La publication d'Alay dépassait les 10 000 j'aime. Chaque réaction était une petite confirmation de son récit. Pourtant, je suis restée silencieuse. Les mots pouvaient attendre. Les captures d'écran, non. Et dans cette attente, quelque chose a changé en moi. Non pas de résignation, mais de la détermination. Il ne s'agissait plus d'une voiture. Il ne s'agissait même plus de ma famille. Il s'agissait de reprendre le contrôle de mon nom, arraché à ceux qui pensaient pouvoir le définir. Il y a une différence entre se taire et se laisser faire. Je l'ai compris lorsque ma boîte de réception s'est remplie d'inconnus qui me disaient qui j'étais. Pendant des jours, j'avais vu mon nom déformé, devenu méconnaissable, celui d'une méchante dans une histoire que je n'avais pas écrite. Alors, un soir, après avoir relu chaque mensonge une dernière fois, j'ai ouvert une page blanche. Le curseur a clignoté, en attente. Mes doigts n'ont pas tremblé cette fois. Je m'appelle Amber Riley, ai-je tapé. Et voici ce qui s'est réellement passé. Mon message n'était ni colérique, ni sur la défensive. Il était factuel et mesuré, presque clinique. J'y racontais le dîner, la conversation où mes parents m'avaient demandé de céder ma voiture à ma sœur. Je n'ai rien enjolivé, je n'ai accusé personne. J'ai simplement dit la vérité. Puis j'ai joint un fichier, un court extrait audio. C'était un enregistrement de cette soirée, capturé automatiquement par ma montre connectée. Dans l'enregistrement, j'entendais ma mère dire « Tu as 2 voitures. Tu peux en donner une à Alay. » Mon père ajoutait « Dans cette famille, on partage tout. » Et ma voix, posée, fatiguée, répondait « Non, pas cette fois. » C'était tout. Pas de cris, pas d'insultes, juste un moment de manipulation déguisé en amour. J'ai conclu mon message par cette simple phrase. Poser des limites n'est pas une trahison.
Puis j'ai cliqué sur « Publier ». Je n'ai pas revu mon écran avant le lendemain matin. À mon grand étonnement, le nombre de commentaires était hallucinant. La situation avait basculé du jour au lendemain. Des milliers de commentaires ont afflué, non pas haineux, mais indignés par ce que j'avais subi. Bravo Amber. Les familles comme celle-ci vous épuisent. Vous ne leur devez rien. Des gens ont partagé leurs propres histoires, des frères, des sœurs, des parents qui avaient utilisé la culpabilité comme une arme. Ma vérité, si discrète, avait ouvert une plaie chez des milliers d'inconnus. Allais a supprimé son message avant midi, mais Internet n'oublie pas. Capture d'écran, duo et vidéo de réaction circulaient déjà. Quelqu'un a même retrouvé le compte TikTok de Travis. Dans une de ses anciennes vidéos, on l'entendait rire hors champ, le même rire que dans la vidéo où ma Tesla avait été filmée sans autorisation. En quelques heures, les internautes ont fait le lien. Le soir venu, le contre-coup les a rattrapés. L'employeur de Travis, une petite agence de marketing de Renault, a publié un communiqué confirmant son licenciement, invoquant une conduite contraire aux valeurs de l'entreprise. Le nom d'Alay a ensuite fait le tour des médias. Une recruteuse a publié anonymement qu'elle annulait l'entretien d'embauche d'Alay par souci de réputation. Au début, je n'ai pas fêté ça. Je suis resté là, hébété. Ce n'était pas de la satisfaction. C'était la gravité de la situation. La vérité ne guérit pas, elle rétablit l'équilibre. Ceux qui m'avaient autrefois critiqué présentaient maintenant leurs excuses, mais rien n'y faisait. Le mal était fait. Mes parents sont restés silencieux. Ma mère a désactivé les commentaires après que sa page a été inondée de questions sur son soutien à Alay. Les amis de mon père à l'église se sont discrètement désabonnés de son compte. Les mots « unité familiale », qui ornaient autrefois leur carte de Noël, sonnaient désormais creux. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Le nom de Grace Henderson s'affichait. Tante Grace. Sa voix était calme, comme seul le temps et la sagesse peuvent le faire. « Tu as bien géré la situation », a-t-elle dit. La vérité finit toujours par se faire sentir, même lorsqu'elle tombe. Difficile. J'ai fermé les yeux, la tension dans mes épaules se relâchant pour la première fois depuis des semaines. Après avoir raccroché, j'ai rouvert mon ordinateur portable. Mon article avait dépassé les 2 millions de vues, mais je ne lisais plus les commentaires. J'ai désactivé les notifications, éteint l'écran et regardé dehors. Le soleil se couchait sur Renault, projetant de longs rayons de lumière sur la rue. Dans cette lueur, je me suis enfin senti libre, non pas parce que les gens me croyaient, mais parce que je n'avais plus besoin qu'ils me croient. 6 mois plus tard, Renault était enfin calme. Non pas parce que la ville avait changé, mais parce que j'avais changé. J'étais de retour à San José, vivant dans un petit appartement au-dessus d'un espace de coworking, entouré de câbles, de croquis et de prototypes à moitié construits de la prochaine version de mon application. La vie n'était pas glamour, mais elle était la mienne. Simple, calme et authentique. Le genre de vie qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Je n'avais pas parlé à mes parents, Alay et Travis, depuis le jour où tout avait été rendu public. Le silence n'était pas amer. Il était nécessaire. J'avais encore leur numéro dans mon téléphone. Mais j'avais renoncé à l'espoir qu'ils puissent un jour comprendre. De temps à autre, je faisais défiler une vieille photo de famille et ressentais une pointe de nostalgie. Peut-être, mais elle s'évanouissait avant de faire mal. Un après-midi, en rentrant, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture, celle de ma mère. L'enveloppe était lourde, comme si le regret pouvait lui donner un poids supplémentaire. Assise au bord de mon bureau, je l'ai longuement fixée du regard avant de glisser un doigt sous le sceau. À l'intérieur, une seule page. Amber, nous n'avons pas réalisé ce que nous faisions avant qu'il ne soit trop tard. Je suis désolé pour la peine que nous t'avons causée. Pardonne-nous. Je t'aime, maman. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai remise dans l'enveloppe. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai pas brûlée. Je n'ai même pas pleuré. Je l'ai simplement rangée dans un tiroir et je l'ai fermée. Certaines portes ne claquent pas. Elles se ferment doucement et restent ainsi. Quelques semaines plus tard, mon assistante m'a transféré un lien d'un site d'actualité local de Renault. Le titre. J'ai lu « Un couple fait face à une action civile pour diffamation et fraude en ligne ». L'article mentionnait Alay Henderson et Travis Miller. Apparemment, plusieurs entreprises les accusaient de manipuler du contenu en ligne à des fins personnelles. Ce n'était pas de la vengeance, mais une conséquence. Je n'ai pas souri, mais j'ai expiré. L'univers a sa propre façon de nous enseigner l'équilibre. Le travail a repris le dessus. Mon application s'était développée en un partenariat de technologie verte, aidant les propriétaires de véhicules électriques à trouver des options de recharge durable sur toute la côte ouest. Chaque ligne de code me semblait un petit pas vers quelque chose de plus propre, de plus silencieux,
de plus respectueux que le chaos que j'avais connu. Un vendredi soir, j'ai fait un petit sac, pris mes clés et décidé de prendre la route. La Tesla a démarré en ronronnant, son écran brillant doucement dans la pénombre. J'ai pris la direction de l'est, à travers le désert du Nevada, vers l'horizon. Le soleil déclinait, dorant tout. L'air était saturé de chaleur et, pour la première fois depuis des mois, je me suis autorisé à respirer sans réfléchir. Dans le rétroviseur, le monde que j'avais laissé derrière moi semblait rétrécir à vue d'œil. Devant moi s'étendait la route, ouverte, déserte, d'une indulgence infinie. Je repensais à tous les combats que j'avais tenté de gagner, à toutes les explications que j'avais données à ceux qui avaient déjà décidé de ne plus m'écouter. Alors je compris que toutes les guerres n'ont pas besoin d'un vainqueur. Certaines batailles s'achèvent quand on cesse de se présenter. Ce soir-là, sous un ciel constellé d'étoiles silencieuses, je garai la voiture, en sortis et me tins à côté. Le reflet du soleil couchant brûlait encore sur la vitre. Mon sourire n'était pas un sourire de triomphe, mais de soulagement. On peut aimer sa famille tout en choisissant la paix plutôt que la souffrance. Et parfois, le plus courageux est de partir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Avez-vous déjà dû quitter votre famille pour préserver votre santé mentale? Racontez-moi votre histoire ci-dessous. Je lis tous les témoignages.